Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire. Alors, on attend un peu que les gens progressivement arrivent à se connecter. On a déjà pas mal de participants. On a commencé à l'heure parce qu'on se disait que c'était assez rare qu'on commence à l'heure, donc on peut se féliciter de commencer à l'heure. Mais on va peut-être y aller. T'en dis quoi, Iman? On y va? Écoute, il y a 25 personnes. Je trouve il y avait beaucoup plus d'inscrits. Donc, est-ce qu'on attend encore 2-3 minutes? C'est pas sympa pour ceux qui font l'effort d'être à l'heure, je suis d'accord. Ouais, un peu. Sinon, on commence, hein. C'est-à-dire qu'on récompense ceux qui sont là. De plus en plus, il y a une personne qui arrive toutes les 10 secondes. On peut commencer à se lancer, ça va faire venir les gens, à se Allez, présenter. De toute vas-y, façon, ils viennent on pas pour démarre. nous et notre présentation. Ils viennent plus Ouais. pour ce qu'on va dire sur les salaires. Donc, on n'a qu'à commencer à se présenter, comme ça sera fait et on pourra embrayer sur les salaires. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'avoir été invitée par Virgile à ce webinaire. Euh, En fait, le contexte, c'est Aravati fait historiquement un décryptage sur l'évolution des métiers, des salaires, des tensions dans le digital depuis, je crois, 2017. On fait ça tous les ans, on fait cette étude, on la sort tous les ans. Et cette année, on s'est associé à Virgile et à Figures pour cette étude. Vous allez voir d'ailleurs un certain nombre d'éléments que Virgile nous a communiqués. Et l'idée, c'est de se pencher un peu sur les tendances, les challenges pour les RH sur le recrutement des talents digitaux. Euh, Ça nous permet de voir un peu quels sont les écarts de salaire, les évolutions de salaire, les métiers en tension. Donc, on va balayer tout ça ensemble et puis faire un constat et répondre à la question du titre, hein, salaire dans le digital, la fin de la démesure avec un point d'interrogation. On va essayer de répondre à cette question. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes deux, donc Virgile et moi, et je repasse la main à Virgile. Ouais, et c'est le moment où je vais commencer à partager l'écran en plus pour qu'on ait un petit support de présentation. Et en effet, je pense que je vais vous parler avant de vous parler de moi. Donc, si je vous parler de moi et après je vous parler de Figure rapidement. Donc moi, Virgile Ringard, je suis CEO et cofondateur de Figure. Avant ça, j'ai 11 ans dans les ressources humaines. J'ai commencé dans la rémunération, puis après je fais des ressources humaines un peu plus généralistes dans deux groupes du CAC 40, Test et Microélectronique et Technip, maintenant Technip FMG. Puis après 3 ans chez Criteo, puis après 2 ans en tant que DRH d'une startup. Et c'est quand j'étais DRH de cette startup que j'ai essayé de fonder Figure pour essayer d'avoir une plateforme un peu plus simple et intuitive sur la gestion de la rémunération. Donc, ce qu'on fait chez Figure, on s'est lancé en 2020 et maintenant, on a 1200 entreprises clientes qui nous partagent toutes leurs données de salaire que l'on agrège et que l'on restitue dans une plateforme en ligne. Donc, 1200 clients, un tiers de ces clients, je crois que c'est à peu près 400 en France et le reste en Angleterre, en Allemagne, à l'étranger, etc. Et c'était historiquement majoritairement des startups, et maintenant on a de plus en plus d'entreprises de taille moyenne, souvent tech, ou de filiales digitales d'entreprises un peu plus grandes qui nous rejoignent depuis ces derniers mois. Donc voilà ce qu'on fait chez Figure. On agrège des données de salaire. C'est pour ça que c'était pertinent de s'associer avec Iman et avec Aravati pour confronter un peu nos données, c'est-à-dire que les données que les clients nous partagent sur leur salaire, qu'on va chercher dans leur système RH, avec les données que vous récoltez chez Aravati. Mais avant de parler d'Aravati, je te laisse en dire plus un peu sur le groupe Human Skills d'Aravati, peut-être Iman. Écoutez, avec plaisir. Donc, moi, je suis la fondatrice d'un cabinet de chasse qui s'appelle Aravati et la cofondatrice d'un groupe qui s'appelle Human Skills, qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines digitales. Donc, avec différents modes d'intervention. En gros, on a des marques qui sont Monsieur Guise et Elevate, qui sont là pour apporter des réponses aux problématiques on met en régie des product managers, des product designers, etc. chez des clients. Donc, on travaille en conseil ou en mode délégation. Idem sur les métiers de la data, mais la data exclusivement data marketing. Deux marques en recrutement dans le groupe Human Skills, La Relève sur les profils pénuriques digitaux 0,5 ans d'expérience et Aravati sur tout ce qui est middle et top manager, idem sur les profils digitaux et la marque Team Inside qui fait de la délégation et de la mise à disposition d'experts digitaux sur tous les métiers, mais en mode régie. Un implant, 6 mois, 1 an dans une équipe pour piloter un projet. Voilà.
Et si on fait un petit focus sur Aravati, qui est aujourd'hui la marque qui fait cette étude, Aravati, c'est aujourd'hui 300 000 candidats dans une base de données, 300 000 candidats du digital, ce qui nous permet de faire cette étude. C'est un cabinet qui a 18, bientôt 19 ans d'expérience, avec 22 recruteurs. On fait un peu moins de 300 recrutements par an. Et on est un des pionniers. Aravati a été créé en 2004. En 2004, LinkedIn n'existait pas, l'iPhone n'existait pas. Et nous, on était déjà spécialisés sur le recrutement de talents digitaux. On y croyait, on s'est battu et on a eu raison. Donc voilà. Et on a plein de métiers sur la marque Aravati. Je vous l'ai dit, de la chasse de talents digitaux, de la délégation de recruteurs, du management de transition sur les profils digitaux et les DRH, et le conseil en orga digital, l'assessment et l'upskilling. Tout ça fait partie du même écosystème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis peut-être que cette présentation, elle peut être un peu interactive. Tu veux nous parler de Livestorm avant qu'on démarre? Ouais, c'est super, super remarque. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Livestorm, en bas à droite, il y a déjà vous avez le chat, vous pouvez vous dire bonjour, vous présenter, dire d'où vous venez, etc. J'ai fait quelque chose pour la présentation. J'espère que c'est meilleur. Je vais voir si je peux encore l'améliorer, mais j'espère que c'est mieux pour la présentation pour le partage de la présentation. En tout cas, dans l'onglet questions, vous avez un onglet dédié aux questions. Donc plutôt que de les poser dans le chat, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et vous pouvez voter pour les questions qui sont plus intéressantes. On va essayer d'en prendre au fil de l'eau et quoi qu'il arrive, on gardera à la fin du webinaire pour traiter toutes les questions qu'on n'aura pas traitées au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite et à voter pour les questions que vous pensez auxquelles on doit répondre en priorité. Mais comme le dit Iman, je pense que elle comme moi, on aime bien avoir des événements un peu plus interactifs. Donc s'il y a des questions au fil de l'eau qu'on peut prendre, on en sera tous les deux, je pense, plutôt heureux. Alors, il y a déjà une première remarque. Est-ce que tu peux agrandir la présentation? Ouais, comme je disais, je ne Si tu sais mets en pas mode pourquoi présentation, elle sera plus grande. C'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, mais ça ne la rendait pas plus grande malheureusement. Donc je ne sais pas pourquoi Livestorm ne fait ça. Je suis désolé. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc je laisserai comme ça et ce sera le maximum que l'on peut faire pour l'instant. Ah ouais, dommage. Je te laisse reprendre. OK. Donc, déjà, les salaires et la pénurie dans le digital, qu'est-ce qui change? On sait que les salaires dans le digital sont en forte croissance depuis longtemps. Et puis qu'on parle de cette pénurie, moi, chaque fois que je parle de la pénurie, il y a des journalistes qui me disent « Oui, mais ça fait 15 ans que vous dites qu'il y a une pénurie de talent dans le digital. Pourtant, ça devrait avoir changé avec les années, etc. » Oui, ça devrait avoir changé, mais ça n'a pas changé parce qu'on n'est pas sur tous les métiers du digital. Tous les métiers du digital ne subissent pas les mêmes pénuries. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 5-6 ans et pour lesquels aujourd'hui la tension est très forte. Il y a des métiers sur lesquels les évolutions marché, etc., font que tout le monde veut la même chose en même temps. On va en parler tout à l'heure sur les métiers de la marketplace. Il y a 10 fois plus de marketplace depuis 2 ans qu'il y en a eu pendant 20 ans, donc, pendant les 15 ans de digital. Donc, évidemment, quand vous avez des nouvelles marketplaces, il faut bien des équipes pour manager ces marketplaces. Et puis, côté marque, il faut les gens pour gérer les produits sur les marketplaces. Et donc, tous ces profils-là, il y a une pénurie forte parce que ce sont des nouveaux métiers, des métiers qui ont accéléré très rapidement en une seule fois. Donc oui, la pénurie dans le digital, elle est réelle sur beaucoup de métiers dans le digital, pas tous les métiers. Et puis ça bouge. Il y a des années où tous les investissements sont faits sur l'acquisition client, l'acquisition de trafic, etc., pour un grand nombre d'entreprises en même temps. Et puis il y a des virages avec la fidélisation. Il y a un moment où tout le monde se dit, OK, l'acquisition coûte cher. On veut des profils, on veut travailler notre base de données client, on veut fidéliser nos clients, on veut travailler sur le churn, etc. Et donc là, tout le monde va faire ce même mouvement en même temps et va nous demander des profils plutôt CRM, plutôt emailing, plutôt marketing automation, etc. Voilà. Donc, les pénuries, elles existent. Cette pénurie, elle est réelle. Et après, elle ne va pas se poser de la même manière un peu partout. Donc, si on passe à la slide d'après, la tension continue à s'accentuer.
On a quelques chiffres pour essayer de vous faire un peu toucher du doigt cette pénurie. Il y a des études qui disent que 80%, à peu près 80% des entreprises françaises ont rencontré des difficultés sur leur recrutement en 2021-2022. Mais là, on n'est même pas sur le digital, on est sur toutes les entreprises. Il y avait 7 fois plus d'offres d'emploi ouvertes sur les postes de recruteurs. Et ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que quand on est en forte période de recrutement, ben, les entreprises, elles recrutent des recruteurs. Et là, en 2022, il y avait 7 fois plus de postes ouverts qu'en 2020 sur les offres d'emploi de recruteurs sur LinkedIn. Il y a, on dit 300 000 emplois vacants en France en 2021, mais on pense qu'en 2025, c'est 200 000 postes, enfin déjà aujourd'hui, 200 000 postes vacants dans les métiers du digital. Et ceux-là, ils sont à pourvoir. Donc, clairement, voilà, la tension, elle est là, la pénurie, elle est là sur ces métiers, mais sur d'autres métiers aussi. Si on continue, on a une problématique de tension, de fluidité du marché. C'est difficile de recruter et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile pour les candidats de postuler. Le télétravail, le fait de ne pas être au milieu d'un open space toute la semaine fait que les candidats ont plus de facilité pour répondre aux sollicitations. Donc, nous, on le voit côté chasse. Hier, avant la pandémie, quand on voulait parler à des candidats, eh ben, on passait beaucoup de temps à essayer de les contacter, à prendre des rendez-vous pour pouvoir leur parler calmement de façon confidentielle. Aujourd'hui, la plupart des candidats, quand on les appelle, ils sont chez eux, ils sont tranquilles, ils peuvent répondre. On fait des entretiens en plein après-midi avec des candidats, ce qui n'était pas possible auparavant parce que les candidats on les voyait plutôt le soir ou le matin. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire un process de recrutement. Ça crée une fluidité sur le marché, ça crée un impact d'ouverture. Il y a plus de gens ouverts, c'est plus difficile de fidéliser les gens. Et donc, du coup, les candidats étant extrêmement sollicités et répondant plus facilement aux sollicitations, on a dû s'adapter et travailler avec nos clients sur d'autres manières de leur donner envie d'avancer dans un process. Et on se rend compte que, par exemple, la communication sur la rémunération permet de parler plus facilement à des gens. En situation de pénurie, de fluidité, de facilité d'échange, les candidats ont tous beaucoup d'opportunités d'échanger avec des recruteurs. Donc, il faut rapidement, on sait que le salaire est quand même une des préoccupations principales des gens, c'est pour ça qu'on travaille, pas que pour ça, mais en grande partie pour ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il va falloir communiquer le plus rapidement possible sur les éléments de salaire, de package, et puis travailler sur la personnalisation de ces packages, communiquer sur les primes variables, les primes exceptionnelles, etc., pour donner envie aux gens d'échanger, de participer à un process de recrutement et d'aller sur une démarche de recrutement. Donc, 2 éléments, une pénurie forte, une augmentation des salaires, des prétentions de rémunération importantes et une fluidité du marché qui fait que très vite, il faut pouvoir enclencher la discussion avec quelqu'un et que souvent, parler de rémunération permet d'enclencher. Ce qui est très différent par rapport à tout ce qu'on vivait auparavant. Auparavant, c'était quelles sont vos prétentions en termes de rémunération, quel est votre salaire actuel, on va en discuter, etc. Je vais regarder les questions. Ouais, je pense que je vais prendre la question. Ça fait le lien avec ma slide d'après, la question de Mathieu, qui est excellente. Et avant de passer à cette slide-là et à une explication sur le contexte des licenciements des boîtes tech et des boîtes US et des boîtes tech US surtout, et à quoi on peut s'attendre en France, qu'est-ce qu'on voit en France, je voulais rebondir sur ce que tu disais là. Et le côté 9 candidats sur 10 veulent connaître le salaire avant de postuler. Sur le côté transparence salariale, parce que c'est un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps, je m'intéresse depuis longtemps, on s'intéresse depuis longtemps chez Figure, il faut comprendre le contexte qui est aux États-Unis, 2 États, celui de Californie et de New York, ont passé des lois en septembre et novembre dernier sur obliger les entreprises là-bas à afficher l'intervalle de salaire applicable sur les offres d'emploi. C'est-à-dire que tous les offres qui doivent être postées en ligne maintenant doivent afficher un range de salaire, un intervalle de salaire. Et donc,
Ça, qu'est-ce que ça oblige à être communiqué sur les salaires applicables pour chacun des postes? C'est un grand changement, hein, pas comparé à la norme dont tu venais de parler, en fait, Iman. Hein, la norme qui était de ne pas forcément en parler, de demander les prétentions, d'aborder le sujet du salaire plus tard dans le process, etc. Ça arrive aux États-Unis dans 2 États. Il y a beaucoup d'États qui sont en train de l'adopter. Tous les employeurs américains qui opèrent dans un de ces 2 États sont en train de se dire, bon, tant qu'à faire, ils enclenchent des chantiers de mise en transparence des salaires, des grilles de salaire en externe auprès des candidats et candidates, et donc en interne, puisqu'on ne va pas communiquer en externe aux candidats sans communiquer en interne. Et ça arrive aussi en Europe. Donc ça, il y a une directive qui a été votée au sein de l'Union européenne en décembre, qui dit que dans les 3 prochaines années, les États membres vont devoir appliquer des lois qui vont pousser les entreprises, notamment, entre autres, à communiquer sur les intervalles de salaire et les salaires applicables sur les offres d'emploi. Donc dans les 3 prochains mois, les entreprises, et donc toutes les entreprises auxquelles, que vous représentez aujourd'hui dans le webinaire, je vais arriver à finir mes phrases, vont devoir s'adapter à ça. Et donc, c'est vraiment un changement, un vrai bouleversement qui s'attend sur le marché de l'emploi. Les entreprises vont devoir communiquer sur les salaires, vont plus devoir garder une boîte noire sur ce que sont leurs pratiques de salaire, leurs grilles salariales. Ça arrive dans les années à venir. Et même avant ce changement législatif, culturellement, et ça, c'est ce qu'on voit un peu aussi, culturellement, les candidats et candidates se sentent de plus en plus légitimes de dire, en fait, c'est quoi le salaire applicable, et vont demander de plus en plus ces informations-là. Donc ça arrive, et c'est un changement profond qui va avoir pas mal d'impact sur les dynamiques des marchés des salaires et les dynamiques de la relation candidat à l'entreprise. Maintenant, pour sortir de ce sujet de transparence et arriver au sujet un peu macro et qui fait lien avec la question de Mathieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un contexte qui change. On dit la fin de la démesure, en tout cas, on voit les licenciements. On voit beaucoup de licenciements actuellement. Toutes les entreprises tech, la grande majorité des entreprises tech cotées, et notamment américaines, sont en train de faire des plans de licenciement, de faire partir des gens. Et d'ailleurs, en fait, ça, c'est quelque chose qui va continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a des entreprises qui ne l'ont pas encore annoncé, qui vont l'annoncer, etc. Et déjà, si on se concentre, avant de parler des startups et des scale-up, si on se concentre des entreprises cotées, pourquoi? Un gros effet, ça a été, notamment pendant le confinement, la valorisation des entreprises tech ont explosé et beaucoup ont continué à croître ces dernières années de manière un peu disproportionnée. Et là, il y a un retour à la réalité des valorisations, c'est-à-dire combien une entreprise vaut et combien elle vaut par rapport à son chiffre d'affaires, qui fait que beaucoup d'entreprises tech, même si elles dégagent des profits, la majorité de ces entreprises-là, elles dégagent des profits, se disent on a perdu un peu en rationalité, on va faire partir des gens pour retrouver, pour engendrer encore plus de profits quand même. Et pour se dire on va retrouver un standard d'entreprise plus en lien avec notre chiffre d'affaires et ce qu'on peut faire. Donc ça, pour répondre à la question de Mathieu, avant de zoomer un peu sur l'impact que ça a, notamment dans le marché des startups en France et partout en fait en Europe. Ça ne va pas stopper la pénurie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous regardez les graphes, notamment des tailles d'entreprises de ces entreprises-là, c'était ces 2-3 dernières années, on a vu une démesure dans l'embauche et la croissance de ces entreprises-là, et là, on redescend un peu la courbe, mais ça n'a pas du tout stoppé la pénurie. La pénurie en talents tech et digitaux est largement supérieure, c'est-à-dire le besoin de talents tech et digitaux est largement supérieur, même avec des gens qui vont arriver sur le marché suite à ces licenciements, ça ne va pas du tout suffire à corriger cette pénurie. Parce qu'en fait, on se retrouve à une situation qui est plus proche de l'avant-croissance, plus proche de 2019, si on peut prendre. En 2019, c'était loin d'être la fin de la pénurie. Donc, en fait, c'est juste, on revient à des standards un peu pré-Covid, à peu près, et qui ne vont pas du tout à des standards qui vont mettre fin à la pénurie des talents tech et digitaux. Et donc, on va voir l'impact que ça a sur les salaires, ce qu'on voit actuellement et ce qu'on anticipe pour la suite quand on va zoomer un peu métier par métier avec Iman. Maintenant, si on zoome rapidement sur le marché un peu des startups scale-up, pourquoi est-ce que ce qui se passe dans les entreprises tech a un impact sur ces marchés-là? Parce qu'en fait, tout ça, c'est le concept de valorisation. En fait, les entreprises tech cotées ont une valorisation qui est souvent liée à leur chiffre d'affaires. On va dire qu'une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires va être valorisée 5 milliards, 5 fois à peu près son chiffre d'affaires. Elle vaut 5 milliards en bourse. Ce qui se passe, c'est que dans ces dernières années, la folie de flamber en start-up faisait que des start-up enchaînaient des levées de fonds avec des valorisations qui étaient complètement décorrélées de leur chiffre d'affaires. Une startup qui faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pouvait faire des levées de fonds en valant 1 milliard. Sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que comme les entreprises tech et les valorisations se cassent un peu la gueule dans les entreprises tech, bah c'est pareil pour les startups. Les startups qui ont levé en disant oui, on vaut 1 milliard avec 10 millions de chiffre d'affaires, et ben maintenant, elles vont avoir beaucoup de mal à justifier une nouvelle levée de fonds à cette valorisation-là, parce que c'est plus ce monde-là. On n'est plus dans ce monde de la démesure d'il y a 1 ou 2 ans qui était de valorisation. Et donc, toutes ces startups-là, même celles qui ont levé beaucoup de sous il y a quelques mois, on a eu des levées de fonds en début d'année qui étaient 200, 250, 300, 350, 400 millions dans des superbes startups françaises.
alors que leur plan initial, c'était peut-être de se dire, bon, bah, on va relever des sous dans un an, on va relever des sous dans un an ou deux, comme on faisait historiquement, elles se disent peut-être que la fin de la demi-mesure fait qu'il vaut mieux qu'on arrive à garder ces sous-là pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, nous aussi, il faut peut-être qu'on rationalise un peu nos effectifs, comme le font nos grandes sœurs, les entreprises tech cotées. Donc ça veut dire que ça fait plus de départs, ça fait moins de recrutement, des plans de recrutement qui sont revus à la baisse, voire qui sont complètement frisés. Et donc, ça va diminuer un peu la pression sur le marché de recrutement. Mais on va en parler. Quels sont les impacts pour le tech et digital? On reste dans un contexte quand même pénurique. Est-ce que, Iman, tu veux parler du sujet des plans de carrière et du sujet de la mobilité interne et du sujet de cooptation? Oui, rapidement, en fait, ça, c'était des solutions. On va peut-être répondre avant. Il y a une question de... Oh là, c'est dans le chat, j'espère que je n'ai pas perdu, parce que j'ai été déconnectée pendant une minute. Oui, de Déborah Ripoll. Quid des boîtes qui ont des grilles par niveau et déterminent le niveau du candidat pendant le process de recrutement? Est-ce que c'est un red flag pour le candidat de n'avoir qu'une réponse partielle sur le salaire pour le rôle selon vous? Alors, il faut donner des fourchettes et être clair sur le fait qu'on déterminera le niveau du candidat pendant le process de recrutement. Ça c'est tout à fait acceptable. On sait quand tu donnes une fourchette, le candidat dit bah, « moi, je suis dans le haut de la fourchette, bien sûr ». Et clairement, bah, ça, c'est ce qu'on va déterminer pendant le processus de recrutement. Mais nous, on est obligé aujourd'hui, on a des fourchettes d'expertise. Hein. On cherche quelqu'un qui a entre 7 et 12 ans d'expérience, à partir de 7 ans d'expérience, on va dire. Si on a quelqu'un qui est plus proche de 12 ans d'expérience, il ne sera pas au même salaire que quelqu'un qui a 7 ans d'expérience dans le métier, quoi. Donc, clairement, oui, la fourchette peut être large et on peut communiquer sur cette fourchette. Est-ce que c'est un autre type de réponse, Virgile? Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que les candidats attendent, je pense, en fait. Il faut séparer de le vrai, j'ai vraiment envie de savoir à quel salaire je peux prétendre en prenant ce rôle. Et je pense qu'il y a une vraie demande sous-jacente que j'ai envie de comprendre, en fait. C'était trop souvent une boîte noire, les salaires. Expliquez-moi comment ça marche. Et je pense que de fait, ce démarche de transparence, dire, en fait, nous, selon le niveau, ça peut être ça le salaire ou ça, mais on pourra déterminer votre niveau que pendant le processus de recrutement. Déjà, c'est un tel gain en transparence et donc en confiance générée versus les candidats et candidates que déjà, il va avoir un gain, je pense, niveau en attractivité et marque employeur qui va être énorme. Ce qu'on a vu chez OTA, par exemple, qui est une plateforme partenaire de recrutement plutôt dans les pays anglo-saxons, ils disent que toutes les entreprises qui publient des intervalles de salaire sur leurs offres d'emploi, ils ont 2 fois plus de candidatures. Et donc je pense que c'est ça ce que ça indique. C'est pas forcément je suis rassuré, le salaire correspond à ce que je veux, donc je postulais, mais c'est aussi les candidats et candidates qui en ont marre de l'effet boîte noire sont plus sensibles à aller dans des entreprises qui font la démarche d'être transparent. Et donc ça va continuer à être le cas jusqu'à que ce soit une loi et qu'en fait ce soit la norme de publier ces intervalles de salaire. Mais là, il y a encore une période de grâce pendant laquelle les entreprises qui vont faire l'effort d'expliquer comment leur grille salariale marche et de faire des communications sur le salaire en externe vont avoir un gain d'attractivité de marque employeur. Et pour répondre à la question de Mathieu, l'afflux de candidats de la Silicon Valley en France, je ne suis pas sûre qu'on va voir arriver ça. On a vu revenir les Français de la pas mal de Français de la Silicon Valley et des États-Unis après le confinement, parce que bosser loin de sa famille, de ses amis pendant des années, c'était super parce qu'il y avait plein d'opportunités, mais quand on ne peut pas retrouver sa famille et ses amis pendant longtemps, à cause de la pandémie, on prend conscience de la distance et donc il y a eu déjà beaucoup de retours entre la fin de la pandémie et maintenant. Donc, les licenciements là, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y avait énormément de postes tech non pourvus dans la Silicon Valley, donc ils ne sont pas encore en recherche de job ailleurs qu'aux États-Unis. Et puis, on sait que malgré l'augmentation des salaires en France, on est encore loin des salaires américains sur les métiers tech. Donc, ça ne va pas faire baisser les salaires ici. En tout cas, c'est mon analyse. En revanche, ça calme la chasse systématique, parce que nos candidats ici, les candidats français, les diplômés français, étaient énormément sollicités par les cabinets anglo-saxons ou par les cabinets américains directement, enfin anglais ou américains, pour partir dans des entreprises comme celle-là. Ça s'est calmé.
Voilà. Alors, je ne dis pas que ça va faire baisser les salaires quand même. Nous, on dit avec Virgile, on est d'accord là-dessus, que ça va calmer la flambée des salaires et des salaires qui étaient complètement indécents. Je vais vous donner un exemple sans dire qui était le client, mais une grosse start-up qui avait fait une levée nous demandait de recruter pour eux des développeurs. Et donc, notre filiale La Relève a fait du recrutement de développeurs pour eux. Et sur des profils un peu tendus, qui avaient tous 2, 3, 4 propositions en même temps, qui discutaient avec les RH de cette boîte. Un des candidats, qui était très très bien, avait des prétentions, je crois, à 50 ou 55 000 euros. Il était à moins de 50 et il prétendait à 55. Et le client lui a proposé tout de suite 70. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Pourquoi une telle surenchère de salaire par rapport aux prétentions affichées du candidat? En disant, tu arrêtes de discuter, tu nous dis oui tout de suite, on veut que tu nous rejoignes, etc. Évidemment, le candidat a accepté et il a renoncé à toutes ses autres propositions et il a rejoint cette boîte-là. On le comprend. En revanche, nous, quand on a demandé, mais pourquoi vous n'aviez pas besoin d'aller aussi haut, pourquoi vous faites ça? Et il dit, mais parce que moi, ce projet sur lequel je vais le mettre, ne pas pouvoir le déployer, ça me coûte des millions. J'ai une perte, un manque à gagner sur le non-delivery de ce projet par manque de ressources. Donc, je veux la ressource le plus vite possible et je ne veux pas risquer de passer à côté de cette ressource. Et on s'est dit, OK, on comprend pourquoi c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, les salaires sur ces métiers difficiles en tension. Quand vous êtes une entreprise et que vous êtes confronté à des sujets de recrutement sur des marchés pénuriques, il y a évidemment, ça c'est une solution. Enfin, toutes les entreprises n'ont pas ces moyens-là et cette solution. Et puis l'argent est devenu plus cher à lever, comme vous l'a expliqué Virgile, donc ça va être plus compliqué de lever. Donc tout le monde revient à des considérations un peu plus normales. Donc cette démesure-là, elle va, à mon avis, ne plus avoir lieu. En revanche, les salaires ne vont pas, enfin, les salaires vont continuer à évoluer, mais d'une manière la plus naturelle, plus réaliste, plus pertinente par rapport au marché. Et puis, tout le monde ne peut pas suivre. Nous, je le raconte aussi avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Il nous est arrivé de faire des shortlists pour des clients, entre guillemets, des grands comptes du CAC 40, qui payent plutôt bien, etc., de faire des shortlists sur des métiers hyper pénuriques et de se retrouver avec 2, 3 très bons candidats, mais beaucoup plus haut que le package qui était prévu. Et les clients les ont rencontrés, se sont posés beaucoup de questions, et puis ils ont regardé leur grille de rémunération, ils ont regardé leur benchmark interne, ils ont regardé comment est-ce qu'ils pouvaient intégrer ces salaires-là dans une organisation où il y a des pairs, des collatéraux, etc. Et ils nous ont dit, c'est pas possible, on peut pas. On peut pas déstabiliser notre grille de rémunération, on ne peut pas faire des précédents avec des écarts aussi importants. C'est pas faire, c'est pas pertinent par rapport aux gens qui nous sont fidèles, etc. On peut pas aller là-dessus. Et donc c'est ce que je voulais vous expliquer, retravailler avec eux. On a dit non aux candidats et on a retravaillé avec eux sur leur population interne, voir comment est-ce qu'on pouvait pourvoir ces postes complexes en travaillant sur des assessments internes, de la détection de potentiel chez eux et de travailler sur des plans de formation, d'accompagnement, d'upskilling pour faire monter en compétence des gens sur ces postes-là et pour du coup recruter pour les remplacer des profils sur des métiers moins pénuriques. C'est un gros travail, c'est une réflexion, c'est une prise de risque, en revanche, qui leur semblait beaucoup plus légitime que de risquer de déstabiliser leur équilibre interne. Voilà, nous, on a travaillé avec les Comp Bain de ce client à ce moment-là, et c'était juste, voilà, ça aurait créé... et on ne peut pas forcément augmenter tous les gens de l'interne pour pouvoir accueillir des nouveaux collaborateurs beaucoup plus chers à compétences égales, souvent. Voilà. Donc, voilà le parti pris. Et quand je parle de plan de carrière, c'est peut-être aussi l'opportunité d'investir sur les talents présents dans l'entreprise, de regarder un peu plus dans ses viviers internes avant de lancer un recrutement à l'extérieur, quand on sait que sur des profils pénuriques, ça va être extrêmement tendu, long, et qu'on arrivera peut-être à des demandes de rémunération beaucoup trop chères
par rapport à ce qu'on pourra faire. C'est ce que je voulais vous dire sur les plans de carrière et la mobilité interne. En plus, ça a une vertu, un deuxième effet qui se coule, ça permet de fidéliser vraiment et de montrer aux équipes qu'on travaille avec eux sur leurs évolutions, leur employabilité, qu'on développe leurs talents avec eux et qu'on leur fait confiance. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc c'est pour reboucler avec les viviers internes et la cooptation, qui sont, c'est la slide d'après. Si j'ai envie de vous dire, le recrutement en période de pénurie avec une inflation des salaires compliquée, eh ben, recrutons en interne, mais utilisez aussi la cooptation de vos collaborateurs pour aller chercher des collaborateurs à l'extérieur, mais en connaissance de cause. On sait que la recommandation par quelqu'un qui est déjà dans une entreprise permet vraiment d'accentuer, d'améliorer le pipe, le vivier et la confiance du futur collaborateur. Iman, je rappelle juste une chose, je propose à tout le monde de poser des questions dans la table des questions et de voter pour les questions les plus intéressantes. Il nous reste normalement moins d'un quart d'heure avant de passer les questions-réponses. Je te propose, ça te va qu'on aille un peu vers la partie sur ou la mobilité ou les tendances par métier? Ou tu voulais parler un peu de la mobilité peut-être avant? Non, mais on l'a évoqué. Donc la mobilité, la formation, l'upskilling, tout ça qui sont des bons outils de rétention et de fidélisation des équipes. D'accord. Est-ce qu'on fait le tour de métier? On va arriver à la partie un peu métier par métier où on va combiner. On en a parlé un peu avant dans la présentation des entreprises, mais je pense que ce qui est intéressant de rappeler, c'est la complémentarité de nos données en fait. Nous, les données donc chez Figure, c'est les données qui viennent des systèmes de paye de nos 1200 clients. Et vous, vos données sont des données un peu complémentaires. Vous avez beaucoup les données des missions sur lesquelles vous allez et des candidats auxquels vous parlez, c'est ça? Ouais, et tu faisais une belle comparaison avec le secteur de l'immobilier. C'est exactement ça. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois avec Iman et je tends pas mal à le rappeler, notamment dans ces questions sur comment bouge le secteur. C'est intéressant le parallèle entre le domaine des salaires et le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire que pour voir la valeur marché d'un bien, si on fait le parallèle avec l'immobilier, on va pas regarder nécessairement la valeur auquel le bien a été acheté il y a 2 ou 3 ou 4 ans. On regarde en fait assez finement les transactions récentes. Et les transactions récentes dans l'immobilier, c'est les offres qui sont faites, qui sont acceptées, etc. en cours. Et c'est là où c'est pertinent de voir, comme pour les salaires, d'avoir une vue du marché en disant c'est quoi les salaires actuels, c'est quoi les salaires, combien est payé, et on va revenir dessus, un ou une product manager, senior, intermédiaire, à Paris, à Berlin, à Londres, c'est les données qu'on a, mais d'avoir une donnée complémentaire qui est plus celle que la donnée Iman, c'est en ce moment même, quelles sont les offres faites, quelles sont les offres acceptées, quelles sont les prétentions des candidats et des candidates qui veulent bouger. C'est des données très complémentaires et c'est pour ça que ça nous paraissait pertinent de faire un petit tour sur ce qu'on voyait dans le marché et les tendances par métier. Je te laisse commencer par les métiers de la data. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a essayé de travailler ensemble sur quels sont les métiers qui seront le plus en tension et qui seront les plus compliqués à recruter en 2023. Et donc, on a différents piliers. Les métiers de la data, il y a un vrai constat là-dessus. Il n'y a pas un client avec lequel on parle aujourd'hui qui n'a pas un sujet data à pourvoir. Et sur les métiers de la data, on ne va pas se calmer, sauf sur les fonctions de data scientist. Sur les data analystes, les PO data, enfin les nouveaux métiers et les métiers qui vont être les plus demandés, on pense qu'il y a les PO data, le web analyst, le digital analyst toujours, le data analyst, le data steward qui est un métier qu'on nous demande de plus en plus également. En revanche, sur le data scientist, et Virgile avait fait un très bon constat, les algorithmes, data scientist, c'est le mix entre, enfin, c'est en même temps un data analyst et un développeur, et c'est lui qui travaille beaucoup sur le développement des algorithmes, de l'intelligence artificielle, etc. Mais là, il y a de plus en plus de choses qui existent sur étagère, et du coup, il y a moins de demandes sur ces métiers-là. On recrute plus de data analystes et un peu moins de data scientists. Donc, il y a eu quand même une petite inversion de tendance là-dessus. En revanche, comme les postes étaient très, très, très difficiles à pourvoir, ça n'a pas fait baisser les salaires des data scientists malgré tout. Donc, voilà. Et là, on voit, on a des exemples de salaires.
sur ces différents métiers. Avec 2 ans d'expérience, plus de, je lis même plus ma slide, plus de 7 ans à peu près. Donc c'est la fourchette entre 2 et 7 ans. Et là, on était assez proche avec Virgile sur Ouais, les salaires figures. ouais, Juste une c'était petite. intéressant. Vas-y. Peut-être qu'on peut vous donner un lien pour télécharger l'étude complète, parce que ce que vous voyez là, c'est un extrait de l'étude avec quelques métiers, mais on a dans l'étude Aravati Figures, il y a la liste des différents métiers avec leur salaire par tranche d'année d'expérience. Donc, peut-être que Mégane peut peut-être vous donner un lien de téléchargement pour pouvoir télécharger cette étude ou vous aurez ça dans la foulée du webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc Ouais. voilà, tu veux dire autre chose là-dessus? Non, mais je vais juste rajouter qu'en effet, nous, c'est le métier de data engineer qu'on voit comme un métier vraiment, vraiment de plus en plus sous tension. Et c'est quelque chose qui a commencé, je pense, il y a quelques temps, qui n'est pas fini de monter. Plus en plus de demandes pour les data engineers au fur et à mesure que les entreprises ont plus en plus de mise en place de data lake et d'outils d'ETL, de mise en transformation, qui nécessitent ces ressources-là. Donc ça, c'est vraiment nous le métier qu'on voit comme un métier qui flambe. Mais on peut enchaîner en effet sur le métier, je pense, du produit. C'est ça qu'on arrive sur la slide d'après de Alors, mémoire. sur les métiers du produit, on a les mêmes à peu près, les mêmes tendances en termes de pénurie et les mêmes tendances en pourcentage d'évolution de salaire. On a 2 grands métiers qui ont émergé, qu'on connaissait probablement beaucoup moins avant. Le Product Marketing Manager, qui se différencie du PO et du Product Manager. Donc, ces métiers continuent à se spécialiser, à se professionnaliser. Et hier, il y avait PO point. Maintenant, il y a PO data, PO parcours, PO sur le build, des PO sur les opérations, les product ops, etc. Et donc, ce sont des métiers qui se professionnalisent, qui se segmentent et qui deviennent de plus en plus experts, avec des salaires qui continuent à évoluer, à augmenter. Voilà. Et là, il y a une lame de fond en termes d'évolution de ce métier. Ils sont en no-code, donc ils travaillent beaucoup avec des nouveaux outils qui sont des outils qui sont peu des outils. Enfin, il y a en même temps des PO qui travaillent avec des nouveaux outils, les Airtable, etc., qui sont des outils du no-code, et en même temps des PO plus tech qui vont travailler sur toute la partie build des plateformes. Le marketing fait son grand retour dans les métiers du produit, comme je vous le disais. En revanche, il n'y a toujours pas assez de profils. C'est un métier jeune, ce sont des métiers jeunes et les 7 ans d'expérience restent extrêmement rares. Des gens de 10 ans d'expérience, encore plus rares. Même si les écoles arrivent avec pas mal de profils, ce ne sont pas des profils qu'on peut former rapidement ou naturellement. On part toujours d'un métier précédent et on donne une couche et on fait évoluer les gens vers les métiers du produit, mais c'est compliqué de construire, entre guillemets, des profils produits. C'est long. Donc voilà ce que je Ce peux qui est vous dire là-dessus. intéressant là-dessus, c'est que pour en rajouter un peu, en étant un peu conscient du temps qui nous reste, c'est qu'en effet, comme le disait Iman, c'est que c'est des produits où c'est des métiers sur lesquels le produit, les formations n'existent pas vraiment. En fait, il n'y a pas d'école de produits comme des écoles d'ingénieurs en informatique. Et c'est des méthodologies qui nous viennent, comme souvent dans la tech, des US. Et donc, l'adoption progressive du product management comme un outil de travail à la contraire des cycles en V, des cycles projet qui étaient les cycles historiques pour développer des produits, qui veulent développer des outils informatiques, fait qu'il y a beaucoup de demandes sur le product management et qu'en effet, il y a historiquement très peu de profils en France et très peu de gens qui l'ont fait pendant plusieurs années et la plupart des gens qui l'ont fait depuis plus de 5, mais 10 ans. Et combien de personnes ont fait du produit en France depuis 10 ans? Quasiment personne. Et donc, il y a une énorme demande. Et en plus, il y a ces nouveaux produits, nouveaux métiers spécialisés, product marketing qui explose, et on voit aussi dans nos données figures, product ops, donc là, un peu les métiers des ops et des data, mais spécialisés dans l'ops et l'analyse des données, des métriques d'utilisation produit. Ça, c'est un nouveau métier, quelque chose qui, pareil, explose aux États-Unis. À chaque fois, on voit la tendance d'un nouveau métier qui émerge, une nouvelle façon de s'organiser. Ça arrive en Europe, sauf que personne ne l'a jamais fait. Donc, soit on prend des profils qui viennent d'étrangers qui coûtent super cher, soit on essaie de former des gens, et le peu de gens qui l'ont fait sont démarchés à outrance et donc avec des salaires qui flambent. Et ça, c'est à chaque fois, quand c'est produit sur Product Manager, ça se produit sur les métiers spécialisés, et à chaque fois avec le même effet inflationniste qu'il y a sur ces salaires-là, parce que c'est une énorme pénurie, c'est un métier spécialisé. Et ça, est-ce qu'on retrouve ça sur les métiers du dev? Qu'est-ce que tu vois, Oui, toi, comme tendance sur les métiers du dev, Iman?
Les métiers du dev, ce sont les pires métiers. Ce sont les métiers les plus pénuriques parce que le développement est partout maintenant et que il y a des projets dans tous les sens. Ça devient extrêmement important. On a une petite lueur d'espoir avec le low-code, no-code, qui permet de se dire peut-être que demain, on pourra avoir des gens qui ne sont pas des développeurs ou des ingénieurs pour piloter des projets de développement. Mais en même temps, il y a tous les projets, tous les projets qu'on connaissait déjà, plus les nouveaux projets liés à la montée du Web 3, le métaverse. Donc, le code ne va pas disparaître aussi rapidement que ne monte en compétence le low-code. En revanche, ce sont des métiers toujours hyper compliqués, des métiers qui se font en full remote, beaucoup maintenant, et donc du coup, ça permet de faire, entre guillemets, on a des candidats de plein de pays différents maintenant qu'on peut les engager en remote. Donc, il y a en même temps un accroissement de l'offre, mais un accroissement de la demande est toujours supérieur à l'accroissement de l'offre. Donc, on sera en pénurie toujours. Et le no-code va peut-être donner un peu de fluidité, un peu plus de facilité, mais ça reste extrêmement compliqué. Et là, les développeurs américains ne sont pas encore recrutables ici à cause de leur écart de salaire. Et il y avait une question sur l'écart de salaire entre les développeurs entre les États-Unis et ici. Je pense que la pénurie était beaucoup plus forte aux États-Unis et que du coup, les salaires ont été beaucoup plus haut. Et puis, heureusement, pour nous, il y a plein de gens qui ne veulent pas aller bosser aux États-Unis. Mais l'ouverture des frontières grâce au full remote, malgré le décalage horaire, fait qu'on peut avoir quelques fuites de candidats. Je ne suis pas sûre que les développeurs américains soient tous au chômage, malgré tout, malgré les licenciements. Les licenciements étaient beaucoup sur d'autres types de profils que sur les développeurs. Non, mais on peut finir, je pourrais revenir sur la question parce qu'on a pas mal étudié les différences entre pays et des marchés, l'explication de pourquoi il y a des différences entre les salaires internationaux qui sont des effets pénuriques, mais aussi liés à la manière dont sont structurés les salaires et le coût de la vie. On peut en parler après si on fait le tour des métiers. Vous pouvez comme ça continuer à poser vos questions et voter pour vos questions. On comprendra dans 3 minutes quand on arrivera à la pastille. Questions. En attendant, on peut continuer le tour des métiers. On peut passer par Marketplace peut-être. Ouais, alors les métiers de la marketplace, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, sont des métiers qui sont devenus extrêmement pénuriques parce que, alors c'est bizarre, parce que ce ne sont pas des métiers très techniques à l'origine, mais ce sont des métiers qui demandent quand même un savoir-faire, une compréhension d'un écosystème. Mais clairement, tous les distributeurs de produits grand public allant sur des marketplaces et toutes les marques grand public avec une forte audience montant leur propre marketplace, dans le bricolage avec les Mano Mano, les Maisons du Monde, les boulangers, Darty, Fnac, tout le monde a sa marketplace. Et donc, les gens qui veulent vendre leurs produits sur ces environnements-là doivent avoir eux-mêmes des équipes pour gérer leur assortiment produit sur toutes ces différentes marketplaces. Et ça ne peut plus être une seule personne qui fait tout ça. Donc, voilà, il y a une multiplicité, il y a une multiplication des postes, des rôles, des expertises. Côté marketplace, on recrute beaucoup. Et puis, côté distributeur, pour faire émerger les produits sur les marketplaces, on recrute énormément également. Et donc, des nouveaux métiers émergent comme l'inside data, le content marketing manager, le e-merch. Enfin, le e-merch, c'est un métier qui existait depuis longtemps. Et on peut transformer des merchandisers en e-merchandisers quand c'est nécessaire. Mais enfin, voilà, là, c'est une pénurie qui s'explique vraiment de façon mécanique. Il y a, je crois, 10 ou 12 fois plus de marketplaces aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc, et il n'y a pas 12 fois plus de profils disponibles pour rejoindre ces marketplaces. Nous, c'est les postes quand nos clients nous appellent, et les recruteurs, quand on leur dit c'est pour un profil marketplace, ils font la même tête que quand on leur disait c'est pour un profil de dev. Voilà. Ils savent que ça va être compliqué. Si on continue... Omnicanalité, transition, est-ce qu'on arrive à le faire en une minute par slide là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois sur ce sujet? Omnicanal, même problématique. L'omnicanalité, c'est nouveau. Des gens qui comprennent l'omnicanalité, qui sont capables de travailler tous les canaux de communication avec un client, de réfléchir, de les pondérer, de les optimiser les uns par rapport aux autres, sont rares, donc chers, donc compliqués. Et c'est pareil, ça ne se fabrique pas en 2 ans, ça ne se forme pas en 2 ans, ce type de profil. Donc, on peut passer
de transition, je vais juste vous dire que hier, on pouvait garder quand un congé mat, une absence, une vacance de poste, on pouvait laisser le poste ouvert et donner à un manager collatéral la responsabilité de l'équipe en attendant d'avoir résolu le problème. C'est de moins en moins vrai. Les entreprises aujourd'hui se rendent compte que il faut travailler, il faut que les gens soient managés, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient développés, et qu'on ne peut pas laisser une équipe 3 mois, 6 mois à l'abandon. Et donc, d'où une accélération très forte du métier de manager de transition sur ces environnements-là. Et ça, ce qui fait écho c'est intéressant et je vais arrêter, je pense qu'on est ici la présentation. Ce qui fait écho, je crois que c'est une question d'Amar il y en avait plusieurs d'ailleurs, Amar, qui était sur la tendance de fond de voir des gens qui se lancent en indépendant. Donc ça, de manière générale, c'est à peu près tous les métiers. Hein. Donc nous, en ayant travaillé, ma boîte d'avant, avant que je crée Figure, c'était Comet, donc une place de marché, une plateforme qui met en relation les entreprises et des freelance dans le domaine de la tech et digital. Et de manière générale, le freelancing, quelque chose que je suis depuis plusieurs années, la proportion de travailleurs indépendants monte de manière systématique dans de fortes proportions d'année en année, tous secteurs confondus. Parce que par exemple, c'est aussi des choses qu'on voit extrêmement dans les fonctions support, de plus en plus de gens qui deviennent des RH indépendants, responsables financiers indépendants, responsables marketing indépendants, c'est dans toutes les fonctions, et encore plus dans les fonctions tech, dans lesquelles faire appel à plusieurs projets, dans lesquels pouvoir, de par la pénurie, il y a plusieurs choses. C'est se dire, moi je me spécialise, je sais que dans un marché pénurique, j'aurai toujours des possibilités de faire des missions à des taux assez élevés parce que je suis dans un domaine pénurique, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est la liberté apportée par le côté, le passage en indépendant, le passage en freelance. C'est un vrai gain que cherchent pas mal de personnes. Et quand on sait que la pénibilité du freelance, bon, au-delà du statut administratif, c'est souvent est-ce que je vais être capable de trouver un emploi, moins de sécurité d'emploi qu'un CDI, mais quand on est dans un domaine pénurique, qu'on sait qu'il y aura toujours des missions, on peut se permettre de faire le changement de plus en plus facilement. Et plus des gens le font et montrent que c'est faisable, plus d'autres vont suivre. Donc ça, c'est clairement une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Et que toutes les prévisions, tous les économistes s'accordent pour dire qu'on va vers des années, la croissance du nombre d'indépendants, de freelance sur le marché de l'emploi est quelque chose qui ne va pas s'arrêter dans les prochaines années. Loin de là, ça va continuer à augmenter dans tous les profils, dont les profils tech. Et puis, dans les profils digitaux, on sait qu'un des moteurs, un des leviers de motivation les plus forts chez eux, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, c'est travailler sur des choses qu'ils n'ont pas encore vues, c'est de se renouveler, c'est d'apprendre en permanence. Et on se rend compte que souvent dans les entreprises, quand vous maîtrisez bien un truc, on vous laisse sur le truc que vous maîtrisez. Et le freelancing, pour moi, c'est aussi une réponse à, clairement, si j'étais CTO dans une boîte, je dois m'occuper du run, je dois m'occuper des problèmes de prod, etc. Alors que si je suis CTO de transition, je vais venir que sur des trucs où je vais construire, je vais apporter une brique à l'édifice, je vais développer quelque chose de nouveau. Et puis quand ça va tourner, je vais pouvoir partir faire autre chose. Et nous, on l'a vu dans le métier de Team Inside et de Elevate, donc des métiers qui font du conseil et de la délégation. Alors, sur les profils jeunes, on est très jeune, on peut être free. On se marie, on fait des enfants. Là, on a besoin d'acheter, de se loger, de construire. Là, c'est mieux d'être salarié parce qu'en France, malheureusement, on n'est pas aux États-Unis. Il faut un contrat de travail, un CDI pour pouvoir emprunter, acheter, etc. Donc, il y a une période où ils prennent sur eux, ils retournent en entreprise ou ils sont en entreprise, ils construisent ce qu'ils ont à construire et après, ils repartent parce que c'est vraiment un levier. C'est pas que le côté je vais gagner mieux ma vie, je vais être plus libre. C'est aussi je vais pouvoir faire des choses différentes à chaque fois, je vais pouvoir changer de projet à chaque fois et ça c'est important pour eux. Et clairement, le freelancing c'est aussi ça. Alors j'ai vu une manager de transition un jour et ça c'est amusant qui m'a dit moi plus jamais je serai salariée. Pourtant elle était directrice marketing avec un certain niveau. On se dit quand même en transition tu travailles pas sur les plus beaux projets, les plus beaux budgets, les plus beaux sujets. Et elle dit c'est pas grave. Elle me dit moi je bosse 1 an à fond. Et après, je pars 6 mois. Je bosse 1 an à fond et je pars 6 mois. Et je ne changerai plus. Je ne veux plus poser des congés d'une semaine, de 15 jours. Je veux pouvoir partir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, oui, ça va et ça touche maintenant des profils vraiment seniors. Et pour faire la transition encore avec une autre question d'Amar, donc tu as commencé à répondre tout à l'heure, la différence entre les salaires tech et US ou pays anglo-saxons. Donc, les différences entre les pays de salaire, ça s'explique en gros, il y a deux choses. Il y a souvent, c'est indexé sur le coût de la vie. Il y a plusieurs choses. Le principal, c'est le coût de la vie, en fait, simplement. Les pénuries de marché, les dynamiques de marché local où certains talents sont plus chers dans certains marchés que d'autres. Et après, il y a les structures de rémunération. Si on zoome sur les US, donc le coût de la vie aux US est en majorité plus cher que ce que c'est le coût de la vie en France.
qui explique une partie des changements de salaire. Deuxième chose, c'est la manière dont sont structurées les rémunérations. En France, par exemple, le système de santé fait qu'il y a beaucoup de cotisations employeurs. Et que, par exemple, sur le sujet de mutuelle, cotisation à la sécurité sociale, l'employeur prend beaucoup en charge. Sur le parti santé, quand on regarde les US, beaucoup de cette responsabilité revient aux individus. Donc, en fait, mécaniquement, une plus grande partie du salaire va être dépensée par les individus pour assurer leur propre système de santé. Donc, mécaniquement, ça va faire gonfler les salaires. Parce que si au lieu que ce soit mon employeur qui majoritairement va contribuer à ma couverture santé, c'est moi qui dois payer de mes propres sous des sommes qui sont de 1000, 2000 dollars par mois aux États-Unis pour être couvert au niveau santé, il faut que les salaires suivent. Et donc, en fait, c'est une structure de salaire un peu différente. Et le dernier, Iman vient d'en parler, c'est dans des pays où souvent il y a moins de protection de l'emploi. Les salaires sont souvent plus élevés en majorité que les pays où, comme en France, par exemple, ou en Espagne, il y a plus de protection de l'emploi. Donc, ce qui fait que ces différences salariales entre les US et la France, et on a un livre blanc là-dessus qui étudie ces différences de salaire qu'on a fait en partenariat avec Assemble, une boîte américaine, qui montre en gros qu'en moyenne, c'est autour de 2 fois plus élevé aux États-Unis, les salaires, mais que ça dépend des fonctions, ça dépend des endroits aux États-Unis. C'est pas prêt de s'arrêter parce qu'en fait, c'est des choses qui sont structurelles au marché de l'emploi, au coût de la vie, à la manière dont sont structurés les salaires, et que ça va continuer à avoir un écart de salaire. Ça, c'est quelque chose qui va, et qui est même, on a pris la France et les États-Unis, c'est la même entre les marchés. On voit qu'entre la France et l'Allemagne, je crois que les Allemagnes sont en moyenne à 8% au-dessus chez nous. La France et Londres, si on zoome sur Londres, en Angleterre, c'est 16% au-dessus. Ces différences de salaire qui, malgré l'explosion du télétravail, le télétravail, ça tend à normaliser un peu les salaires, mais ça reste quand même, il y a ce différentiel-là qui n'est pas prêt de s'arrêter dans les années à venir. Parce que l'explosion de télétravail, oui, ça change le marché du travail, mais ça ne change pas intégralement. On a aussi un rééquilibrage des salaires entre les salaires Paris-Région. Nous, on le voit beaucoup dans nos métiers. Aujourd'hui, les gens viennent 2 jours par semaine à Paris alors qu'ils habitent en province et ils sont sur un salaire parisien. Ouais, et ça, on voit, nous, dans les données, voilà. dans les données historiques. Ouais. Ouais, je peux répondre là-dessus aussi, Iman. Dans les données historiques, on a vu que c'était en moyenne, il y a 2 ans, à peu près 11 à 12% de salaire. En fait, on fait la distinction entre les salaires à Paris, les salaires en province, dans des bureaux, et les salaires en télétravail, c'est-à-dire de gens qui sont pas assignés à des bureaux physiques, mais quelque part sur un contrat français en télétravail. Historiquement, si on prend juste l'exemple du télétravail, c'était environ 10 à 11% de moins qu'un salaire parisien il y a encore plus de 2 ans. Et maintenant, cet écart, progressivement d'année en année, il se résorbe. Et là, je crois que la dernière tendance, c'est plus à moins 4 ou moins 5%. C'est-à-dire quelqu'un en télétravail en France, parmi nos données, sur un contrat en télétravail, pas assigné à un bureau fixe, qui peut peut-être être à Paris, mais plus souvent ailleurs en province, et gagne en moyenne 4 à 5% de moins qu'un salaire parisien. Donc, ce resserrement des écarts continue dans le temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles il faudrait qu'on réponde? Il reste 7 minutes. Il y a celui-là, celui que tu as souligné, que tu as mis en avant, non? Sur l'écart de salaire entre les boîtes classiques et les scale-up. Est-ce que tu veux en dire un mot? Alors, là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire? L'écart de salaire entre les scale-up et les boîtes classiques. Les boîtes classiques, dans leur package de rémunération, il y a souvent peu d'equity, il y a du salaire fixe, du salaire variable, de la participation, de l'intéressement, et puis il y a des grilles de rémunération, et puis il y a des combine bain, et donc ils ont moins de souplesse, on va dire, sur la proposition qu'ils sont capables de faire à des gens que dans des scale-up, où clairement on va être un peu plus aléatoire dans la manière de rémunérer, et on va donner. Tu avais donné un exemple quand on échangeait, Virgile. On va donner d'equity, souvent, des BSPCE, des manières d'associer les gens. Et donc, on va proposer des packages qui sont souvent facialement beaucoup plus importants, mais très risqués. Alors que dans les boîtes traditionnelles, les rémunérations peuvent paraître un peu plus basses, mais elles sont souvent démontrées, atteintes, les packages, les variables sont atteints, la participation à l'intéressement, elle est actée, elle est régulière, etc. Après, l'argent est moins... Quand l'argent était pas cher, les scale-up avaient de tels enjeux de recrutement, de vitesse de recrutement, d'objectifs de recrutement, qu'elles étaient un peu moins regardantes. Et puis, ça va toucher 1, 2 personnes dans l'organisation. Ça va pas forcément toucher 100 ou 150 personnes. Donc, on pouvait faire des exceptions et on pouvait vraiment casser la tirelire, entre guillemets, pour faire venir un talent
et se fichent de la cohérence globale de l'entreprise. Donc, ouais, sur ça. ouais. Sur ça, juste pour ajouter un point, parce qu'il y a une mécanisme qui est souvent pas bien comprise par la plupart des gens sur pourquoi est-ce que l'argent est facile d'accès, parce qu'on peut enchaîner des levées de fonds. La plupart des entreprises, des startups sont déficitaires et ont beaucoup moins de pression et de contraintes budgétaires que les plus grandes entreprises, qui elles n'ont pas l'accès aux levées de fonds aussi simples, qui elles ont des budgets évalués de manière très finement, votés en conseil d'administration très finement, et qui sont des entreprises qui doivent être rentables et parfois avec des marges très faibles. Alors qu'une entreprise déficitaire peut très bien se dire, nous, on perd 1 million d'euros par mois. Si on décide d'augmenter tout le monde de 10%, on perdra 1 million 100 000 euros par mois. Bon, au final, on vient de lever 50 millions, c'est pas trop grave. Ça ne change pas grand-chose. Une entreprise dans le même taille qui s'oblige à être rentable et qui est peut-être juste rentable de 50 000, 100 000, 200 000 euros par an ne peut pas se permettre ce genre de changement aussi marqué. Et donc, pour beaucoup de startups et scale-up tech, ces boîtes-là pouvaient se permettre de faire des offres qui pouvaient paraître un peu démesurées sur le marché, pouvaient se permettre d'avoir des trajectoires de salaire très très rapides, à la différence des plus grands groupes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir tant d'exceptions et des trajectoires de carrière aussi rapides, parce que sinon ça concernerait un nombre incalculable de gens, ou en tout cas ça créerait des exceptions qui feraient un gros danger pour le reste des personnes. Donc ça, ces différences, surtout dans les exceptions, dans une poche de personnes, soit de talents qui progressent très vite, soit juste de talents un peu spéciaux, ça n'arrivait pas tant que ça dans les grands groupes. Et des startups et scale-up tech ont commencé à prendre des talents dans les grands groupes ou à offrir des packages dans les grands groupes que les grands groupes ne pouvaient pas rivaliser, ce qui n'existait pas avant, qui n'existait pas forcément il y a quelques années. Maintenant, ces 2-3 dernières années, ça a largement explosé. Voilà. Et puis clairement, il y a la prime de risque. En start-up, scale-up, quand vous êtes candidat, nous on le voit, un candidat qui est en poste, qui va bien, etc., qu'on va chasser, qui démissionne pour rejoindre une scale-up, il sait qu'il va être en période d'essai et que une scale-up, elle peut ne pas lever, elle peut changer de stratégie, elle peut se réorienter et que globalement, il prend un poste avec une prise de risque. Et l'écart de rémunération vient aussi récompenser la prise de risque. Alors, historiquement, c'était un vrai. Enfin, moi, j'ai fait du recrutement aussi en 2001, donc je peux vous dire que quitter des grands groupes pour aller dans des startups, on accompagnait des candidats dans ce move-là, et avec succès dans certains cas. Et puis, mais il y avait quand même, ils avaient conscience de la prise de risque. Ils rejoignaient une boîte de 20 personnes qui n'était pas rentable et qui était financée par des fonds d'investissement. Donc, s'ils n'arrivaient pas à se refinancer, ils perdaient leur job. Et donc, il fallait rémunérer ce risque. Là, les rémunérations sont restées peut-être un peu plus élevées, mais les candidats avaient moins l'inquiétude ou la prise de conscience du risque associé. Avec ce qui s'est passé depuis le mois de septembre et le ralentissement des levées et les licenciements aux États-Unis, les candidats se remémorent qu'il y a peut-être un risque. Et donc, du coup, là, ils ne vont pas lâcher sur la prime de risque, entre guillemets. Donc, pour les scale-up ou les startups qui doivent recruter, elles doivent vraiment justifier la prise de risque du candidat et le rassurer par du cash. Ce que n'ont pas à faire des grandes entreprises. Ouais, ça c'est un très bon point. Je pense qu'il y avait une perte de vue dans le marché que c'était risqué de rejoindre une startup scale-up, et dans un marché un peu bullesque de ces 2 dernières années, on voyait, on avait accès à des bons packages, à des entreprises en forte croissance, avec beaucoup d'avantages, et on avait oublié qu'en fait, des choses pouvaient mal se tourner. Ces entreprises-là, la majorité sont vouées à échouer, à fermer, à licencier, etc. Et je pense qu'il y a eu un retour à la réalité et qui a un peu, en effet, échaudé ou au contraire refroidi pas mal de candidats et candidates qui n'ont plus forcément envie de prendre ce risque-là. On recommence à nous poser la question de l'EBITDA des scale-up pour lesquels on travaille, mais est-ce qu'elle elle est 100% financée ou est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle a un EBITDA positif? C'est des questions qu'on ne nous posait plus, mais qu'on nous repose aujourd'hui. Il y avait une remarque, je ne sais pas si Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient fortement notées? Non, mais il nous reste 1 minute pour répondre à une dernière. Tu as le droit de choisir la dernière question à laquelle tu veux répondre. Non, mais vas-y. Il y a la réponse de Marie, en fait, qui faisait une question double côté mobilité interne et upskilling dans le contexte d'une startup et une scale-up, qui est plus compliqué parce que le pool de talents disponible est en effet plus faible dans une entreprise en croissance. Une entreprise en croissance, par définition, si on est 50 et qu'on va recruter 100 personnes, on va pas trouver parmi les 50 de quoi staffer les 100 postes mécaniquement. Et comme en plus, Marie le dit, c'est un contexte qui est particulier parce que souvent les compétences qu'il faut si on prend des postes de management par exemple, les compétences qu'il faut pour diriger
pour une boîte de 100, 150, 200 personnes et donc des équipes de 20, 30, 40 personnes ne sont pas les mêmes compétences qu'il fallait au tout début de la boîte, quand il fallait un peu bidouiller, il fallait un peu itérer, alors qu'après, c'est industrialisé, gérer d'équipe, c'est la gestion d'équipe. Donc, ça ne fait souvent pas les mêmes talents. Et donc, c'est plus compliqué le upskilling dans les startups, même si certaines utilisent cette raison à outrance pour ne pas trop forcément jouer cette carte-là et être toujours tenté par le côté sexy d'aller chercher des gens qui ont vécu ces expériences-là dans les startups et oublient parfois et négligent parfois les talents en interne pour ces raisons-là. Donc, c'est un peu un mix des deux à faire, je dirais. Alors, nous, il y a d'autres manières de faire de l'upskilling. Il y a évidemment aller chercher en interne des gens à upskiller, et ça peut être fait assez rapidement. On en parlera si vous voulez, Marie, mais nous, on a fait quelques interventions chez des clients avec un succès qui a fait gagner des mois et des mois de recherche. Et on l'a fait aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On cherchait des gens pour gérer les marketplaces, les produits sur les marketplaces pour une marque de produits électroniques. Et les candidats qu'ils cherchaient, ils avaient passé des annonces, ils avaient mandaté des cabinets, ils ne trouvaient pas, ça ne répondait pas, ce n'était pas pertinent. On a regardé chez eux les Key Account Managers, les profils qui faisaient ça dans les réseaux physiques. Et on a regardé et on les a formés sur le digital, le faire sur les métiers digitales, et on les a accompagnés pour évoluer là-dessus. Ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont mis dans la promo qu'on a formée des gens qu'ils ont recrutés aussi à l'extérieur qui ne savaient pas faire ce métier. Donc, ils ont pris des équipes à eux, des recrutements plus faciles des Key Account Managers qu'ils ont recrutés pour l'occasion, et on a fait une promo de gens de l'interne et de l'externe pour réussir à pourvoir tous leurs postes de Key Account. Donc, ils n'en avaient pas assez en interne pour piquer tout le monde. Donc, ils ont été recrutés des profils assez faciles à l'extérieur, et on leur a rajouté la brique digitale et l'accompagnement qui va bien. Donc, il y a plein de manières de faire, et il faut être créatif, il faut être malin. Et clairement, même tu parlais des compétences de scaler, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, on peut aussi prévoir. Le Bon Coin le faisait très bien. Ils avaient des programmes d'accompagnement pendant que vous étiez en poste, avant qu'on vous envisage pour une carrière. Et ben, on commençait à travailler avec vous pour vous former. La formation, c'est pas très cher en réalité. Vous former sur le métier que vous risquiez de faire demain dans l'entreprise. Et c'est ce qui a été, c'est pour ça que le Bon Coin a été longtemps un des premiers Great Place to Work, Best Place to Work. C'est les collaborateurs reconnaissaient cet investissement qui était fait sur eux. J'étais passée. Non, Donc, mais c'était un beau message de fin de continuer à fidéliser et travailler sur ses talents actuels plutôt d'être obsédé par ceux qui peuvent rejoindre l'entreprise. Et ben, en tout cas, merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde pour vos merci. participations et vos questions. Merci à toi, Iman. Ben, merci à toi, Virgile, pour cette invitation.